Lundi 11 janvier 2016, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 13h à Tel Aviv. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actualité sur I24. Je suis ravie de vous retrouver tous les jours à la mi-journée au sommaire de votre journal. Il venait de signer son grand retour. David Bowie est mort à l'âge de 69 ans. Cette légende du rock s'est éteinte des suites d'un cancer 3 jours à peine après la sortie de son nouvel album. Et puis le dossier politique du jour, c'est François Hollande qui est rattrapé par sa gauche. Intellectuels et écologistes lancent un appel pour une grande primaire à gauche. En vue de 2017, ils veulent un débat ouvert. La tribune a été publiée ce matin dans le journal Libération. Et puis ce parcours stupéfiant d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de novembre, est passé aussi par le Royaume-Uni. C'était en 2015 et il n'a jamais été repéré. Nous serons à Londres dans un instant. Autre titre à la une de ce lundi, ces tensions exacerbées à Cologne en Allemagne. Des étrangers ont été agressés par des inconnus. Une information révélée par la police allemande ce matin alors qu'elle doit révéler dans la journée son premier rapport sur les agressions à Cologne le soir du Nouvel An. Et puis Messi, Neymar, Ronaldo, qui sera élu Ballon d'Or 2015, répond ce soir. Les pronostics sont ouverts, mais le suspense assez faible. Le grand favori encore et toujours, l'Argentin, la machine à but et à record Messi, qui devrait obtenir son 5e Ballon d'Or. Voilà pour les titres. Avant de les développer, cette information, elle nous provient de la ville de Marseille. Cyril, vraisemblablement une nouvelle attaque antisémite ce matin. Oui, alors la victime et l'agresseur sont encore entendus par les services de police au commissariat de police donc, de Marseille. Mais ce que l'on peut dire actuellement à ce stade, Barbara, c'est qu'un étudiant d'une école talmudique âgé de 34 ans, répondant au nom de Binyamin Amselem, a été agressé ce matin donc, aux alentours de 9h30 heure française par un mineur âgé d'une quinzaine d'années. Agression à la machette au cri d'Allahu Akbar selon des témoins sur place. Alors l'attaque s'est déroulée dans la mairie à proximité de la mairie du 9e arrondissement à Marseille. Donc c'est un quartier où résident de nombreux Français de confession juive avec beaucoup d'écoles juives, d'écoles talmudiques et également. La victime a été légèrement blessée au dos et à la main. Elle est en état de choc. Elle est donc entendue actuellement par les services de police. L'agresseur lui est né en 2000. Il n'aurait pas toutes ses facultés mentales selon les premiers éléments de l'enquête. En tout cas, il a été interpellé très rapidement puisque 10 minutes après avoir agressé sa victime, eh bien, il a été arrêté près de la station de métro de Dromel, c'est dans le 9e arrondissement donc de Marseille, par la brigade anticriminalité. Voilà, alors fait d'un déséquilibré ou non, on le saura dans les heures qui viennent, vraisemblablement. En tout cas, il faut souligner que ce n'est pas la première attaque antisémite à Marseille ces derniers mois. C'est même la 3e en quelques mois, en 3 mois à peine, puisque le 17 novembre dernier, souvenez-vous, Tzion Sadoun, c'est un enseignant d'histoire de l'école Yavneh à Marseille, dans le 13e arrondissement, était lui aussi agressé par 3 individus qu'il avait agressés au couteau. Il avait également été blessé légèrement. Un individu portant un t-shirt à l'effigie de Daesh. Et puis un mois auparavant, au mois d'octobre, c'était au tour d'un rabbin et de 3 fidèles d'être agressés, donc à coups de couteau également, par un homme en état d'ébriété, nous dit-on, qui, après avoir donc proféré des insultes antisémites, là encore, pas de victimes, en tout cas pas de blessés graves, blessés légers, mais donc 3e agression antisémite en moins de 3 mois à Marseille. Voilà, des agressions qui se succèdent à Marseille. Merci Cyril. Et puis à la une ce lundi également, Abdelhamid Abaoud serait passé par la ville de Londres en 2015. Le cerveau des attentats de novembre se serait donc rendu au Royaume-Uni pour y rencontrer d'autres djihadistes. Il aurait photographié des grands monuments londoniens. C'est une information signée par le quotidien britannique The Guardian. Le terroriste est en effet souvent vanté, notamment sur les réseaux sociaux, vanté d'échapper au contrôle de police en narguant les autorités internationales. À Londres, on retrouve la correspondance d'Ashley Chevalier. Abdelhamid Abaoud serait arrivé par Douvres en ferry. Et ce qui étonne ici, c'est que l'homme était déjà sous mandat d'arrêt international et que les autorités britanniques ne se seraient rendu compte de son passage au Royaume-Uni qu'une fois l'homme tué dans l'attaque de Saint-Denis après les attentats de Paris. Donc, et selon toute vraisemblance, il a échappé à la vigilance des autorités justement parce qu'il s'est rendu au Royaume-Uni en ferry et que les contrôles y sont moins stricts que dans les aéroports ou dans le terminal Eurostar. Une fois sur place, Abdelhamid Abaoud aurait rendu visite
à des connaissances à Londres et à Birmingham. Ces personnes font désormais l'objet d'une enquête car elles sont suspectées d'avoir eu l'intention et les capacités d'assister ou de participer à une attaque terroriste sur le sol britannique. On aurait également retrouvé des photos de monuments anglais dans le téléphone portable d'Abdelhamid Abaoud sans qu'on sache si c'était une diversion. L'homme aurait voulu se faire passer pour un simple touriste ou si c'était du repérage en vue d'un attentat. Les autorités ici se refusent à tout commentaire. Pourtant, Theresa May a été interpellée à plusieurs reprises par des députés de l'opposition qui lui demandent de s'expliquer. Theresa May qui est décidément dans une situation délicate en ce moment. La semaine dernière, une vidéo de Daesh impliquant un djihadiste britannique a été dévoilée. L'homme qui était lui aussi recherché par les autorités britanniques a pu échapper à tout contrôle et se rendre en Syrie. Et il est question d'autres photos également aujourd'hui. Ce sont ces premières images de la cavale de Salah Abdeslam. C'est un document signé par nos confrères de BFM TV. Le suspect numéro 1 des attentats du 13 novembre qui est toujours en fuite. Et ces images qui ont été captées le 14 novembre, le lendemain des attentats par des caméras de vidéosurveillance dans une station-service proche de la frontière belge. Premières images donc d'un début de cavale qui dure depuis 2 mois. Et puis ces attentats, vous le savez, étaient au cœur de cérémonies officielles qui ont duré toute la semaine dernière et qui se sont clos hier où l'hommage était plus officiel que populaire. On était loin hier, place de la République, de la marée humaine du 11 janvier 2015. C'était il y a un an, jour pour jour, vous vous en souvenez. 4 millions de Français étaient dans la rue pour une marche républicaine inédite. Une mobilisation sans précédent depuis la libération. Rassemblement, fraternité, patriotisme. Un an plus tard, que reste-t-il de l'esprit du 11 janvier? Lise Barenbaum. Une marée humaine, plus de 4 millions de manifestants dans les rues de Paris et en province. Le 11 janvier dernier, la France entière était rassemblée pour rendre hommage aux 17 morts des attentats de janvier 2015. À Marseille, Lyon, Grenoble, Rennes ou Perpignan, une foule meurtrie mais soudée brandissait des drapeaux tricolores et des bannières « Je suis Charlie ». Un rassemblement sans précédent qui a donné naissance à l'esprit du 11 janvier. Un mélange d'unité et de défense des valeurs républicaines. Je suis ému de voir tant de monde qui crie Charlie, qui est sur les mêmes valeurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Très important. Et d'historique, parce que ça marque une volonté, je dirais, de conserver l'identité, on va dire de la France, mais plutôt l'identité des valeurs fondamentales, des droits de l'homme. L'image de François Hollande et des chefs d'État étrangers, bras dessus, bras dessous, entourés des familles des victimes, a marqué les mémoires. Celle aussi du chroniqueur de Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, en larmes, rescapé de l'attentat perpétré par les frères Kouachi. Moi, ce que je voudrais défendre, c'est les valeurs de la République, les valeurs de laïcité. C'est très important. L'année dernière déjà, les Français s'interrogeaient sur la pérennité de l'esprit du 11 janvier. Pour l'instant, on est soudés aujourd'hui. Est-ce qu'on sera soudés demain et après-demain? C'est pas aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Il faut que ça continue. Un an après, que reste-t-il de cet esprit d'unité ? Alors que la semaine de commémoration a pris fin, de nouvelles victimes ont péri lors d'attentats terroristes sur le sol français en novembre 2015. Place de la République, un hommage a été rendu aux 149 personnes tuées par des djihadistes en France cette année. Samedi, un rassemblement unitaire d'hommage aux victimes s'est tenu devant l'Hypercacher où 4 personnes ont été assassinées il y a un an. Pour les personnes mobilisées, après les attaques de novembre, l'avenir semble sombre. On est à chaque fois fragilisé parce que ce genre d'événement finit par se répéter et donc c'est difficile. Donc on est fragilisé. D'un autre côté, en même temps qu'on est fragilisé et que ça nous traumatise, finalement on est quand même plus fort. Preuve que l'esprit du 11 janvier se perpétue. Selon un sondage BVA Orange iTélé, près de 75% des Français s'approprient aujourd'hui la phrase symbole des attentats de janvier « Je suis Charlie ». Le dossier politique de ce lundi, c'est une idée. Une primaire à gauche, on croyait cette idée abandonnée, pourtant elle refait surface. Intellectuels et écologistes lancent un appel pour une grande primaire à gauche en vue de 2017. Ils veulent un débat ouvert et la tribune a été publiée ce matin dans le journal Libération. Julia Ganancia avec Gabriel Nola. La grogne monte à gauche. C'est un appel paru dans le journal Libération ce lundi. L'appel d'intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit pour une primaire des gauches et de l'écologie en vue de 2017.
Pour que l'élection de 2017 contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu'il ait été débattu et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs. Selon eux, cette primaire à gauche doit se tenir au même moment que celle de la droite, en novembre. Figure également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Lebras, l'écrivaine Marie Desplechin ou encore le cinéaste Romain Goupil. Un appel qui traduit avant tout un ras-le-bol du courant actuel pris par le Parti socialiste et le courant social-démocrate assumé par Valls et Hollande. Rudy, comment comprendre cet appel ? Eh bien, comme tout appel à la mobilisation, bien le ton se veut extrêmement positif. Alors pour les signataires, je cite, la primaire, c'est la condition sine qua non pour qu'un candidat représente ses forces à l'élection présidentielle en incarnant un projet positif encore, dont la France a besoin pour sortir de l'impasse. Comprenez que le projet conduit actuellement par François Hollande, social-libéral et très ferme sur la sécurité, eh bien c'est un projet qui mènerait, selon les signataires, la gauche à sa perte. Alors autre point à retenir quand on lit ce texte, c'est la crainte de voir François Hollande tout simplement ne pas passer le premier tour parce que pour eux, un non-débat à gauche avec une candidature d'office de François Hollande, eh bien cela laisserait un boulevard dans le débat pour les Républicains et cela mènerait inévitablement à un second tour extrême droite versus les Républicains. Alors, débat ouvert s'il y a, est-ce qu'il ferait du bien à la gauche ? En tout cas, pour les signataires, il est nécessaire, car la popularité de François Hollande, eh bien, il l'interprète comme artificielle, parce qu'elle est portée par ce statut de père de la nation. Elle est donc dangereuse. Et puis, le souci de cet appel, quand même, s'il faut le critiquer, c'est qu'il n'est pas représentatif de la base de la gauche. Pour l'instant, on a entendu les noms, c'est un appel de bobo relayé dans un journal de bobo. C'est loin de la base traditionnelle de la gauche. En tout cas, cela fait le bonheur des adversaires politique d'Hollande. Alors pour Charles Baldini, qui est un proche de Dupont-Aignan, eh bien cela c'est simplement l'abaissement de la fonction présidentielle. Et pour Zora Bitan, qui est entrepreneuse, eh bien même le peuple de gauche ne veut pas de François Hollande. C'est du caviar pour les opposants. Alors justement, si de vraies primaires venaient à se concrétiser pour François Hollande, il y gagne ou il y perd ? Il y a en tout cas une première primaire à laquelle il ne pourra pas échapper, c'est celle qu'il s'est lui-même imposée, parce que souvenez-vous, François Hollande l'a dit et l'a répété, eh bien sa candidature elle est indexée sur la baisse, la fameuse baisse, l'inversion en tout cas de la courbe du chômage. Alors il a dit en off que s'il y avait primaire, eh bien il ne pourrait pas s'y soustraire. Alors d'autant plus, comme le rappelle Marion Moore, que le candidat Hollande en 2012 lui-même disait que la primaire, eh bien c'était un principe qui était désormais inscrit dans l'espace et le temps politique, sauf qu'Hollande est un fin tacticien politique, on le sait. Alors il va sûrement devoir s'y coller à cette primaire, mais il ira le plus tard possible, histoire de ne pas laisser d'espace à un éventuel challenger, un challenger qui viendrait donc de la gauche du Parti socialiste. Et pour l'instant, on n'en voit aucun qui a l'espace suffisant pour rivaliser avec lui. Merci Rudy. Et à droite, la primaire est bel et bien en route. Une info à retenir ce lundi. Alain Juppé, seul en tête. Selon l'IFOP pour Le Figaro, eh bien, le maire de Bordeaux domine aujourd'hui la compétition avec 38% des intentions de vote. Je vous rappelle que ces primaires doivent se tenir au mois de novembre. Il est 13h13 et quelques secondes à Tel Aviv. Voici l'essentiel de l'actu. Le rappel des titres avec vous, Hélène Envel. Oui, on commence avec la Syrie. 8 élèves et leurs enseignantes ont été tués aujourd'hui dans un raid de l'aviation russe contre une école située dans une localité rebelle dans la province d'Alep. C'est ce qu'a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, 3 enfants ont été tués également par des roquettes tirées par des rebelles opposés au président Assad, également à Alep, qui est, je vous le rappelle, toujours sous contrôle gouvernemental. C'est une première en Espagne. Une sœur du roi, Cristina de Bourbon, comparaît aujourd'hui devant la justice dans une affaire de détournement de fonds publics, un des plus retentissants scandales de corruption des années de crise auxquels elle espère pouvoir échapper. Cristina d'Espagne et son mari sont arrivés au tribunal une demi-heure avant l'ouverture du procès à Palma de Majorque. Et puis cette nouvelle qui est tombée ce matin, la mort d'une icône, David Bowie, à l'âge de 69 ans. Cette légende de la pop, après 18 mois de combat contre le cancer, les réseaux sociaux ont annoncé sa disparition 2 jours avant de succomber à son cancer. Il venait de sortir son 25e album, Black Star. Merci Éléonore. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce lundi. Beaucoup de vent en France, avis de tempête. On regarde.
Et dans l'actualité internationale de ce lundi, ces tensions qui restent exacerbées à Cologne après les agressions du Nouvel An. Un groupe de Pakistanais et un Syrien auraient été violemment agressés hier par des inconnus. C'est une information révélée ce matin par la police allemande. Julia, vous nous en dites plus. Oui, il y aurait eu a priori deux agressions quasi simultanées. Vous le disiez tout à l'heure, plusieurs Pakistanais et un Syrien qui ont été violemment agressés par des inconnus. C'était dimanche soir dans le centre de Cologne. Tout d'abord, c'est en fin d'après-midi qu'un groupe d'environ 20 personnes a pris à partie 6 Pakistanais non loin de cette gare de Cologne. Et 2 Pakistanais ont été blessés et conduits à l'hôpital. Une vingtaine de minutes après, c'est une autre attaque. Un groupe de 5 personnes attaque cette fois un Syrien de 39 ans. Il est lui aussi légèrement blessé et ne sera donc pas conduit à l'hôpital. En tout cas, l'enquête va désormais s'attacher à déterminer si ces attaques sont en lien avec les événements de la Saint-Sylvestre. Dimanche après-midi, la police avait en tout cas reçu des éléments faisant état de groupes qui cherchaient à provoquer des heurts et donc les renforts avaient été dépêchés sur place dans ce centre-ville. En tout cas, on voit bien avec ces étrangers qui sont agressés par des inconnus que la tension est exacerbée dans la ville. Je voudrais vous rappeler aussi que samedi, il y avait entre 1700 et 3000 militants d'extrême droite qui ont manifesté dans une atmosphère extrêmement électrique. C'était dans les rues de Cologne et il y a même eu des heurts avec la police. Et justement, c'est dans ce contexte que la police allemande doit dévoiler aujourd'hui les premiers éléments de l'enquête sur ces agressions. La nuit de la Saint-Sylvestre, on parle désormais de plus de 500 plaintes. On regarde. Le nombre de plaintes pour violence lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne ne cesse d'exploser. 516, dont environ 40% pour des faits d'agression sexuelle. Et jour après jour, les langues se délient, les faits sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Se rassemblent pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations mais aussi des actes, le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour ou à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. 19 personnes sont pour l'instant considérées comme suspectes à Cologne. L'état des lieux sur l'enquête est très attendu par l'opinion publique. Dimanche soir, une manifestation contre les réfugiés et contre la chancelière allemande était organisée à Leipzig par le mouvement anti-immigration Pegida. Ce week-end, le rassemblement à Cologne avait été marqué par des heurts avec la police. Voilà, et on vient de le voir, le ministre de la Justice allemand a fait cette drôle de déclaration. Il s'agirait d'une attaque préméditée, organisée. Julia, ça veut dire quoi ? C'est effectivement une possibilité envisagée et comme vous l'avez dit, on l'a entendu précisément dans ce sujet, c'est même une certide pour le ministre de la Justice. L'attaque était planifiée et préméditée. Alors, la question qui demeure, c'est qui donc peut être derrière cette affaire, derrière cela. Et d'après certaines informations, les enquêteurs y voient la main de la mafia marocaine, de plus en plus puissante dans la région. Une commission spéciale d'ailleurs, dite Soko Casablanca, a surveillé plus de 2000 suspects l'an passé et a alerté en décembre sur l'infiltration de ce gang de trafiquants et de pickpockets dans les foyers de réfugiés. Selon un représentant du syndicat de la police criminelle en Allemagne, il pourrait s'agir d'une démonstration de force, d'un fait d'armes pour lequel ils sont allés chercher du renfort parmi les réfugiés arabophones et désœuvrés de la ville. Voilà pour ces précisions sur cette affaire qu'on continue évidemment de suivre. Merci Julia. Autre titre à la une de l'actualité à l'étranger, cette question. Quel rapport entre le plus grand narcotrafiquant de la planète, El Chapo, et l'acteur hollywoodien Sean Penn ? Eh bien, une rencontre clé et une polémique aux États-Unis. On va reparler dans un instant. En tout cas, l'info de la journée à retenir sur cette affaire, c'est la procédure d'extradition d'El Chapo qui a démarré. Le très puissant baron de la drogue mexicain a été arrêté vendredi matin après plus de 6 mois de surveillance intensive par les services de renseignement. Aujourd'hui, les forces fédérales
ont réussi à capturer Joaquim Guzmán Loera, le fugitif le plus recherché au monde. Une arrestation à l'image de la vie du trafiquant, poursuite dans les canalisations et affrontements sanglants entre les forces de police et ses hommes. Parmi les éléments qui ont permis son arrestation, sa rencontre avec Sean Penn pour une interview pour le magazine Rolling Stone, affirme un officiel mexicain. L'acteur s'était rendu en octobre dans une forêt mexicaine pour y rencontrer El Chapo. Le trafiquant aurait également baissé sa garde et aurait contacté des personnalités de l'industrie du cinéma. Une découverte importante nous a permis de le trouver. Guzmán Loera avait l'intention de tourner un film biographique et a donc contacté des actrices et des producteurs, ce qui a donné une nouvelle piste dans l'enquête. Un parcours qui a en effet de quoi inspirer les superproductions américaines. D'abord simple cultivateur de marijuana, il monte graduellement les échelons du cartel et devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Il alimente le monde entier en cocaïne, amphétamine, héroïne et marijuana. Il s'était notamment échappé de façon extraordinaire de la prison de haute sécurité dans laquelle il était interné en 2014 par un tunnel qu'il avait fait construire sous ses toilettes. La justice mexicaine a annoncé que le processus d'extradition du trafiquant vers les États-Unis a commencé grâce aux démarches d'Interpol au Mexique. 2 mandats d'arrêt ont été déposés à la prison d'Altiplano où Guzmán est actuellement détenu. Voilà, c'est un scénario rocambolesque. Lise, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'El Chapo, l'homme qui a échappé à toutes les polices, s'est quasi littéralement jeté dans la gueule du loup. Et oui, en fait, il a trop parlé aux médias, puisqu'en octobre dernier, via une actrice mexicaine, il a rencontré secrètement l'acteur américain Sean Penn. Il lui a donné une interview qui est parue dans le magazine Rolling Stone. Puis les 2 hommes ont continué à correspondre, notamment par vidéo. Et on a justement un extrait de cette vidéo où vous allez voir qu'El Chapo se présente presque comme une victime du système. Écoutez. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo, No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada. Voilà, et puis comme par hasard, l'interview qu'il a donnée au magazine Rolling Stone a été publiée immédiatement après l'arrestation d'El Chapo. Oui, en fait, les enquêteurs mexicains ont tout de suite dit qu'ils étaient au courant de cette entrevue entre le criminel et l'acteur, mais aujourd'hui, ils veulent voir Sean Penn, l'interroger, car selon la loi mexicaine, un acteur ne peut pas interviewer un narcotrafiquant, seul un journaliste y est habilité. Voilà pour cette affaire. Dans l'actualité de ce lundi également en Israël, 3 jours après l'élimination du terroriste de Tel Aviv, eh bien, la traque après des complices se poursuit toujours. Plusieurs arrestations ont eu lieu hier dans le village d'Harara. En revanche, le père et le frère du terroriste ont été remis en liberté ce dimanche. Et en Israël, justement, on craint un scénario catastrophe, des attaques désormais plus organisées, plus lourdes. Une cellule terroriste a d'ailleurs été démantelée dans la ville de Hébron. Les précisions, Joseph Emmanuel. Opération conjointe réussie entre l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure. L'objectif était de démanteler une cellule terroriste du Hamas dans la ville de Hébron en Cisjordanie. Le groupe arrêté avait acheté des armes, des dizaines de fusils M16. Il prévoyait de mener une attaque sur la route 35, une route entre la ville palestinienne de Hébron et la ville israélienne d'Ashkelon. Le chef de la cellule terroriste est Mohamed Ali Kawasmeh. Il est le frère de l'un des terroristes responsables de l'enlèvement et de l'assassinat de 3 adolescents israéliens durant l'été 2014. Le mode opératoire de l'attaque était fin prêt. Un emplacement était déjà choisi pour fuir le plus rapidement possible une fois l'attaque commise. Les membres de la cellule ont été inculpés pour complot dans le but de commettre un meurtre, inculpés aussi pour association avec l'organisation terroriste du Hamas. Mais malgré la guerre sans répit qu'Israël mène contre le Hamas, le mouvement islamiste s'obstine à mener des attaques contre des cibles israéliennes, contre des cibles juives.
Allez, on va se retrouver dans un peu moins de 5 minutes. Avant cela, ces images à la une de l'actualité également ce lundi. C'est David Bowie qui a rejoint les Étoiles. Le chanteur britannique légendaire est mort hier à l'âge de 69 ans. Et c'est un message publié sur son compte Twitter qu'il a annoncé ce matin. Vendredi, il avait fêté son 69e anniversaire et la sortie de son dernier album. À suivre, on parlera du Ballon d'Or 2015, Neymar, Messi, Ronaldo, qui l'emportera. Réponse ce soir, on en parle dans un peu moins de 4 minutes.